Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre journal. Nous sommes le mercredi 18 mai et voici les titres. Ils manifestent contre la haine anti-flic. En France comme en Vendée, les policiers ont exprimé leur ras-le-bol ce mercredi. Insultes, jets de pierre, les dernières manifestations contre la loi travail ont connu de violents affrontements. Dans notre département, le syndicat de police Alliance dénonce aussi un manque d'effectifs. Ils utilisent le rire sans prescription, les clowns accompagnants. Ils sont 35 en Vendée et interviennent principalement dans les structures médico-sociales des Pays de la Loire. Mais n'est pas clown qui veut. Depuis 2009, l'association vendéenne Clown et Vie propose une formation de 6 mois. Nous avons suivi une de leurs séances. Les rives de la Boulogne s'offrent un lifting. Depuis un mois, les bénévoles de l'association Le Patrimoine Serviérois restaurent 1500 mètres carrés du parc de Belle-Roche à Roche-Servière. Une fois terminés, les promeneurs pourront alors profiter d'un verger, d'un potager de plantes aromatiques et d'un jardin médiéval. Ils ne manifestent pas souvent, mais cette fois-ci, c'en est trop. Je vous le disais en titre, les policiers se sont mobilisés ce mercredi partout en France contre ce qu'ils appellent la haine anti-flic. À La Roche-sur-Yon, ils étaient une cinquantaine devant le commissariat, venus soutenir avant tout leurs collègues des grandes villes, mais aussi alerter sur le manque d'effectifs. Quelques passants ont même rejoint les forces de l'ordre pour montrer leur soutien. Le reportage de Samuel Grassi. C'est un rassemblement quasi inédit des policiers vendéens dans la rue pour dénoncer une haine anti-flic. Ils ont en tête les images de leurs collègues nantais, rennais ou parisiens face à des bandes de casseurs, mais aussi les propos, les affiches qui se sont multipliées ces dernières semaines, dénonçant des violences policières contre des manifestants. La profession se sent salie et appelle à une plus grande fermeté face aux casseurs. Ce que nous attendons, c'est une réponse ferme de la justice par rapport à tout ça. Si j'en crois, pareil, les statistiques, plus de 1000 gardes à vue, 50 condamnations. Faites le ratio, un peu moins de 5% des gens interpellés sont condamnés. De l'autre côté de la rue, quelques Vendéens sont venus apporter leur soutien aux policiers et dénoncer les dégradations commises en marge des manifestations. Je suis un citoyen ordinaire, j'ai jamais été dans les forces de police ou de gendarmerie, mais j'ai eu l'occasion de les côtoyer dans des circonstances dramatiques et je leur tire mon chapeau. Moi, je suis venue apporter mon soutien indéfectible à tous ceux qui nous protègent. Il me semble que c'est naturel. Se rassembler quand on est jeune et refaire le monde, je trouve que c'est normal. C'est quelque chose qui est à faire, mais quand on en arrive à casser, ça, ce n'est plus normal. Au-delà du climat anti-flic, le syndicat Alliance dénonce aussi un manque de moyens et d'effectifs dans une situation d'état d'urgence où les missions demandées aux policiers se sont accrues. De manière objective, sur le commissariat de La Roche-sur-Yon, il manque 17 fonctionnaires de police du corps d'encadrement et d'application. Et il en manque environ une dizaine sur le commissariat de police des Sables-d'Olonne, dont on ne sait même pas comment on va pouvoir réussir à assurer la sécurité pour cette prochaine période estivale. Les policiers vendéens espèrent désormais une réponse du ministre de l'Intérieur. En attendant, ils se rassurent avec ce sondage, 82% des Français ont une bonne opinion de la police. En bref, un homme de 34 ans a perdu la vie lundi soir sur les routes vendéennes. Ça s'est passé à Beauvoir-sur-Mer. Le conducteur aurait perdu le contrôle de son véhicule, finissant sa course dans un étier. À l'arrivée des secours, l'homme était en arrêt cardiaque. Il est décédé le lendemain aux urgences de l'hôpital de La Roche-sur-Yon. Et la mortalité sur les routes ne diminue pas. L'Observatoire national interministériel à la sécurité routière vient de publier les chiffres officiels ce mercredi. En 2015, il y a eu 3461 décès, soit 2,3% de plus qu'en 2014. La zone d'activité de la Landette s'agrandit sur la commune d'Aubigny-les-Clouseaux. Alors que des entreprises sont déjà installées au parc de la Landette 1, de nouvelles sociétés sont en train de prendre forme sur les hectares encore disponibles du futur site Landette 2. C'est le cas en ce moment d'une société vendéenne de déménagement, MJ Logistique. Depuis mardi, les pelleteuses s'affairent. Il s'agit d'y installer un bâtiment de 4600 mètres carrés. À terme, le gérant prévoit de créer une quinzaine d'emplois dans les années à venir. Il nous explique pourquoi il a choisi ce site pour accueillir sa nouvelle plateforme logistique.
Pour des questions effectivement de recentralisation de nos différents sites logistiques sur un seul et unique, avec une géographie beaucoup plus à même à notre activité, et puis surtout par rapport à notre zone de chalandise qui est effectivement sur l'ensemble des Pays de la Loire. Donc ça nous permet de nous recentrer par rapport à cela, et les axes routiers qui sont au pourtour de cette zone. Une nouvelle action coup de poing du collectif Non à l'usine à cochons de Poiroux. Ce mercredi, ils ont effectué des prélèvements sur un site de Froidefond qui se trouve aux abords d'une porcherie. Ils ont donc relevé un peu de terre et d'eau en présence d'un huissier. Les prélèvements seront ensuite envoyés en laboratoire pour être analysés. Cette action du collectif s'inscrit dans une bataille plus globale contre ce qu'ils appellent la pollution des porcheries industrielles. Écoutez. On se rend sur le lieu avec un huissier qui constate le prélèvement, et après on fait analyser l'eau recueillie ou les matières recueillies auprès du laboratoire départemental. On va continuer cette opération de prélèvement. À chaque fois qu'une pollution sera constatée, eh bien, on fera intervenir notre avocat. Et puis on attaquera donc les exploitations incriminées. Ils apaisent grâce à leur nez rouge. Les clowns accompagnants redonnent le sourire aux malades et aux personnes âgées. Depuis 2009, l'association vendéenne Clown et Vie développe cette activité. Elle a créé une formation de 6 mois pour trouver de nouvelles recrues, car n'est pas clown accompagnant qui veut. Cela demande des qualités d'écoute, d'empathie, mais aussi quelques connaissances médicales. Le reportage d'Alix Lanos. Juste pour information, cette petite boule rouge, c'est le plus petit masque au monde. Ce fameux nez de clown, ils le porteront peut-être un jour à l'issue de cette formation. Pendant 144 heures étalées sur 6 mois, ils vont chercher le clown qui est en eux. Déconstruire certains clichés, redécouvrir certaines émotions pour apprendre à devenir des clowns accompagnants. Nous, on est là d'abord pour écouter les gens. On est vraiment dans la médiation thérapeutique et ça, on y tient énormément. Nous sommes des médiateurs thérapeutiques. Le clown n'est qu'un support pour nous. En pédiatrie, aux urgences, mais également dans les EHPAD auprès de personnes âgées, l'association Clown et Vie intervient auprès de publics très différents. Près de 130 interventions par an, toujours 2 par 2, avec un seul but, redonner le sourire à des personnes en souffrance. D'où la nécessité d'avoir une connaissance des pathologies. Et c'est la raison pour laquelle dans cette formation, on a beaucoup d'intervenants extérieurs spécialisés sur le deuil, la fin de vie, la mort, sur la connaissance des EHPAD, donc on a un directeur d'EHPAD, sur la connaissance du handicap, en tout cas des personnes souffrant de handicap. Donc on a des personnes de l'extérieur qui viennent nous apporter toutes leurs connaissances pour qu'on comprenne bien en quoi notre rôle est primordial dans ces structures-là. Aides-soignantes, retraités, intermittents du spectacle, dans ce groupe, chacun son parcours et ses motivations. Tous veulent en tout cas être utiles aux autres. Mais trouver son clown, ce n'est pas si facile. Xavier doit pour ça leur apprendre à lâcher prise et à oublier le regard des autres. La première impression, c'est que c'était très difficile et qu'il faut d'abord gérer ses propres émotions, avoir une très grande connaissance de soi pour pouvoir faire taire ses propres souffrances, pour accueillir et écouter l'autre. Si certaines structures ont le budget nécessaire, Clown et Vie intervient pourtant souvent bénévolement. Pas de quoi décourager ces futurs professionnels du rire. Depuis 2012, l'association a formé 35 clowns accompagnants. Le palmarès 2016 des Pavillons Bleus a été dévoilé ce mercredi. Le label Pavillon Bleu récompense les communes et les ports pour leur politique en matière de développement durable. La qualité des eaux, la gestion des ordures ménagères ou encore l'éducation à l'environnement est scrutée. En Vendée cette année, pas de nouveautés. La Barre-de-Mont, la Faute-sur-Mer, la Tranche-sur-Mer, Longeville, Notre-Dame-de-Mont, Saint-Jean-de-Mont, Talmont-Saint-Hilaire et Xanton-Chassenon conservent leur label. Pour les ports, celui de Bourgenay, le seul labellisé de Vendée, le conserve également. En décembre dernier, le mariage semblait pourtant presque acté, mais finalement, il n'y aura pas de fusion entre la Roche-Vendée Football et Luçon. Annonce faite ce mardi soir par le président Yonnet lors de l'Assemblée générale du club. Une décision que regrette Michel Reculot, le président du Vendée Luçon Football.
Je pense que de toute façon, un projet vendéen est important. Le projet vendéen, il en fera un, que ce soit avec Luçon, que ce soit avec d'autres clubs. Il faut un grand club en Vendée et il peut être qu'à La Roche-sur-Yon. Donc voilà, maintenant il faut trouver les hommes qui vont pouvoir mettre le mettre en place, ce puzzle en place avec des hommes différents, avec des clubs différents. Et je pense que sincèrement, on voudrait bien faire partie de cela. On voudrait bien faire partie de ceux qui viennent à La Roche-sur-Yon, d'amener un projet et puis que de faire à La Roche-sur-Yon un gros club de Vendée. En sport, toujours ce dimanche, c'est la 13e édition de la Marathionnaise, une course nature à La Roche-sur-Yon. Ouverte à tous, elle s'est construite au fil des années une notoriété à tel point qu'en 2015, près de 1000 coureurs y ont participé. Cette année, comme dans les précédentes éditions, 2 parcours sont proposés, un de 12 et un autre de 24 km. Le 12 va revenir en faisant une boucle dans le village de la Potinière et de la Sirmière, alors que le 24, lui, va continuer donc jusqu'au Moulin de Rambourg. C'est une course essentiellement sur des bords de rivière, et par moment, donc, on va un petit peu, je dirais, escalader les coteaux, et là, il y aura quelques pentes en plus, quoi. Et on reste dans la nature, direction les rives de la Boulogne, où une dizaine de bénévoles travaillent d'arrache-pied pour restaurer le jardin médiéval de Belle-Roche à Roche-Servière. L'association Le Patrimoine Serviérois est très investie dans la commune. La sauvegarde du patrimoine est son cheval de bataille. Grégoire de Châtillon s'est invité sur leur tout nouveau chantier dans ce parc de 1500 mètres carrés. Les rives de la Boulogne font partie du patrimoine de Roche-Servière. Depuis un mois, une équipe de bénévoles débroussaille, nettoie et aménage cet espace de 1500 mètres carrés. Ici, c'était donc la véritable jungle. On a tout nettoyé, tous les coteaux. Et puis ici aussi, on a aménagé, on a mis des arbres fruitiers. Et puis là, on avait dans la brousse, disons, un cognacier qu'on a bien dégagé. Et puis qu'on a nettoyé, que j'ai taillé, tout. Et aujourd'hui, il est magnifique, quoi. On l'a remis à vivre, quoi, cet arbre-là. Pendant une cinquantaine d'années, ce lieu était le jardin d'été des pères de la communauté du Sacré-Cœur d'Issoudun. Il va devenir le mois prochain le jardin médiéval de Belle-Roche. Ce sera un petit jardin médiéval, puisque en dehors des plantations que vous voyez là, qui sont réalisées, vont être réalisés 4 carrés dans lesquels seront plantés des herbes aromatiques et des herbes médicinales. Groseilliers, cassissiers, poiriers et pommiers anciens ont été plantés. Aujourd'hui, c'est au tour de la restauration du bassin. Là, nous allons maçonner le long du mur de chaque côté intérieurement pour avoir un peu plus d'eau qui va rester. Et tout ça, ça va être maçonné à l'ancienne, un peu plus haut que la murette existante qu'on va aménager dessus. Après le chantier, des actions de sensibilisation au patrimoine et à la préservation de l'environnement seront proposées auprès des plus jeunes et le jardin médiéval de Belle-Roche sera naturellement accessible aux visiteurs. Et pour admirer le résultat de ce travail, il faudra encore patienter un peu. Le site devrait rouvrir au public début juin. Suite maintenant de notre série, vous le savez maintenant depuis le début de la semaine, dans le cadre de la Nuit des musées qui a lieu ce week-end, nous vous proposons de partir à la découverte de différents lieux culturels vendéens. Après le Moyen-Âge avec le donjon de Bazoges en Paré, c'est à l'époque de la Renaissance que nous vous emmenons à présent. Direction le sud Vendée, Henri du Fontaignoux nous a ouvert les portes du château de Terre-Neuve, un héritage qu'il souhaite partager avec le plus grand nombre. En plein cœur du centre historique de Fontenay-le-Comte se trouve un joyau de l'architecture Renaissance. Le château de Terre-Neuve domine la ville tout en restant secret et caché derrière ses grands arbres. Pousser les portes de ce château construit au XVIe siècle pour Nicolas Rapin, artiste magistrat et proche du roi Henri IV, est une incitation au voyage dans le temps. Alors nous pénétrons dans le petit salon qui est très XVIIIe siècle, aussi bien par ses boiseries, notamment de chaque côté qui sont superbes, que par son mobilier bien entendu. Pendule consulat, fauteuil aussi appelé dormeuse, bureau de style hollandais en bois de rose, à chaque objet son histoire. Mais parmi eux, un meuble amuse particulièrement Henri du Fontaignoux, une table bouillotte. Le jeu de la bouillotte, c'est un peu l'ancêtre du poker, c'est un jeu d'argent. Il y a un plateau que nous n'avons pas. Il y avait un plateau que nous n'avons pas où il y avait différents symboles. Et donc, on mettait des cierges de chaque côté, parce qu'il fallait s'éclairer.
Les cierges valaient très cher à l'époque. Et si bien que quand lui ou elle, parce que les femmes jouaient également beaucoup, gagnait, ça lui permettait de rentrer en disant « le jeu en valait la chandelle ». D'une pièce à l'autre, le propriétaire distille l'histoire, anecdotes et patrimoine de ce château où il a grandi. Une grande maison chargée de plusieurs siècles d'existence. Lorsque nous étions jeunes, le château n'était pas ouvert au public. Enfin, Terre-Neuve n'était pas ouvert au public, donc nous y avons vécu avec mes parents, mon frère et moi, et toutes les pièces, nous y vivions normalement. Là, cette pièce, la salle à manger, nous y prenions nos repas, tous les quatre, ma mère, mon père, mon frère et moi. Lorsqu'ils ont ouvert les portes du château au public dans les années 60, les propriétaires se sont réservé l'étage pour vivre à l'abri des regards. Les visites guidées permettent d'aider à financer l'entretien de cette demeure, parfois lourde à porter. Un cadeau, c'est pas le mot. C'est une charge, ou pas, non, c'est une transmission de patrimoine. Mais en même temps, une fierté, le mot est un peu fort, mais enfin, il faut essayer de transmettre ce patrimoine familial et de le faire connaître. Classé monument historique, le château de Terre-Neuve n'a pas fini de faire parler de lui. L'été prochain, il accueillera la nouvelle édition du Festival de théâtre de Terre-Neuve, où de nombreuses personnalités ont déjà enchanté le public. Et à noter que le château ne participe pas à la nuit des musées, mais il reste ouvert au public tous les jours du 1er mai au 30 septembre. Avant de refermer ce journal, jetons un coup d'œil sur la météo. Ce jeudi, la pluie nous quitte. C'est un temps sec et plutôt ensoleillé qui nous attend le matin. L'après-midi, les nuages s'épaississent. Armelle Pavageau vous détaille ses prévisions dans un instant. Les programmes continuent bien sûr sur TV Vendée. Ce jeudi, dans la grande émission, Adèle Fugère reçoit Michel Beneteau, un photographe vendéen qui sort un nouveau livre, Bienvenue en Vendée. Et puis, cette semaine du son dans mon salon s'intéresse au groupe de rock République. C'est à découvrir ce jeudi à 20h05. C'est la fin de cette édition. Merci à tous de nous avoir suivis.